Alors bonjour, merci à tous d'être présents pour cette conférence organisée par le Barreau des avocats de Nantes et dans le cadre de la Nantes Digital Week. Pour commencer, je vous propose, avant d'entrer dans le vif du sujet, de faire un petit tour de table et de se présenter. Donc je vais laisser la parole à nos invités. Donc Louis Favre, je vais vous laisser vous présenter pour les participants qui sont présents à la Maison de l'Avocat et pour ceux qui sont présents en virtuel. Très bien, bonjour à tous. Louis Favre, directeur associé de TradeSpotting. On est une agence de digital au sens large. On fait du marketing digital, de la communication digitale, on produit des contenus pour le secteur culturel et aussi en particulier pour la filière musicale. On travaille aussi bien avec la Philharmonie de Paris que Jean-Marc Dumontet, production sur du théâtre, que des labels ou différentes structures. Voilà. Livestream, j'ai deux expériences. J'ai une personnelle parce qu'au début du premier confinement, j'ai monté un festival en ligne, en livestream sur Facebook et, qui s'appelait Je reste à la maison. Et avec l'agence, on a accompagné pas mal d'acteurs sur des nouveaux formats de livestream, que ce soit en théâtre ou en live stream concert. Voilà. Ok, je vous remercie. Robin, on vous laisse la parole pour vous présenter. Oui. Merci, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Donc moi je suis Robin Charbonnier, je travaille en tant que chargé d'études au sein du Centre national de la musique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le CNM est un peu l'équivalent du CNC, on dira, le Centre national du cinéma, mais plus récent. Il a été créé en janvier 2020 et donc spécialisé sur la musique. Le CNM a plusieurs missions, je dirais une taxe sur les billets de spectacle et d'en reverser les fonds sous forme de subventions à la filière musicale, aux différents acteurs. Mais il a aussi une mission d'observation de cette filière, observation économique et sociologique aussi. Et donc on mène des travaux au sein du département d'études auquel j'appartiens. Donc, je suis à la fois chargé d'études et je mène aussi une thèse en parallèle sur l'économie de la musique et ses transformations. Et il se trouve que le live stream est un sujet d'étude assez cardinal à la fois au sein du pôle d'observation du CNM et aussi dans ma thèse. On a eu l'occasion notamment de produire un état des lieux fin 2020 sur le live stream que je vous invite à aller consulter si vous le souhaitez. Voilà. Merci. Bon, Carole, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous, virtuellement et en présentiel. Donc, Carole Couzon, je suis avocate au barreau de Nantes. Je suis spécialisée en droit de la propriété intellectuelle et j'interviens dans tous les domaines de la propriété intellectuelle et du numérique. Et donc, rebonjour, je suis Émilie Letoyer, avocate au barreau de Nantes également. Et j'exerce mon activité dans le secteur des industries créatives et culturelles, en propriété intellectuelle, droit du travail, contrat et sur quelques questions de fiscalité culturelle. Donc, après ce petit tour de table, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet, le live stream. Alors, depuis le début de la pandémie de Covid-19, on a beaucoup entendu parler de ce terme, de live stream, les salles de concert ayant été fermées un bon bout de temps. On a vu des streams d'artistes moins connus, en passant par des streams plus intimistes d'artistes tels que M ou Neil Young lors de ses sessions au coin du feu, aux live streams type méga show tels que ceux de Billie Eilish, Dua Lipa, du Nick Cave, Gims ou encore récemment Kanye West. Alors, c'est un mode de diffusion qui n'est pas nouveau, mais qui est en pleine expansion depuis cette pandémie du live stream. C'est pour cela qu'avec Carole, nous avons souhaité aborder cette thématique avec donc Robin et Louis. On va s'interroger sur différents points. Dans un premier temps, qu'entend-on par le live stream? Quelle est la définition du live stream? Le deuxième point qu'on abordera avec Louis et Robin, c'est un peu un état des lieux du live stream pendant la pandémie. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Et cela notamment au regard de l'expérience de Louis et de l'étude menée par le CNM, par le Centre national de la musique. Ensuite, quel est le business model du live stream? Quel est le modèle économique et la monétisation qui peuvent être proposés? On fera évidemment un petit point technique avec Carole sur la question des autorisations, la clearance des droits et sur la question de la rémunération des artistes et des auteurs, le fameux partage de la valeur.
Et enfin, on achèvera cette conférence sur l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer après? Quel est l'avenir du live stream? Et là, encore une fois, Louis et Robin auront des choses très intéressantes à nous dire. Alors, commençons par peut-être poser une question à Robin sur la question de la définition du live stream. Alors, Robin, au sein de l'étude que vous avez menée avec le CNM, sur le live stream en matière musicale, hein, évidemment, on a du live stream sur le spectacle et la danse, Louis en a parlé, mais en matière musicale, vous avez pu étudier différents formats de live stream. Est-ce que vous avez réussi, au travers de ces différents formats, à dégager peut-être une définition du live stream? Alors, je vais répondre oui et non. Disons qu'il y a une manière assez logique, évidente et intuitive de définir ce que serait le live stream musical, en disant que c'est un spectacle unique qui a lieu en ligne et en direct. Ça, c'est un peu la traduction qu'on peut faire du terme. Mais si on reprend les différents cas que vous avez cités, que ce soit M sur Facebook et de manière générale les différents artistes qui ont fait des lives sur les réseaux sociaux. Si on prend le cas de BTS qui a fait un show beaucoup plus imposant avec une dose de réalité virtuelle dans la production, et des cas comme celui de Lil Nas X où là c'est carrément peut-être que le cas le plus connu en fait c'est celui de Travis Scott, mais en fait il y a eu tout un mouvement de concerts qui se sont faits sur les plateformes de gaming type Roblox et Fortnite. Si on prend tous ces cas-là, ben, on voit que ce qui se passe, c'est que cette définition tient pas vraiment. Finalement, il y a presque même une minorité de spectacles en ligne qui se sont faits en direct, avec un spectacle qui est diffusé une seule fois et avec ce qu'on appelle la coprésence entre artistes et spectateurs, puisque bien souvent, pour les productions, les captations étaient préalables, le rendez-vous était donné au public à une certaine heure, un certain jour, et à ce moment-là, l'artiste, lui, n'était pas là physiquement et dans le même temps, puisque la prestation avait déjà été enregistrée. Donc en termes de format, donc le format c'est soit réalité virtuelle, soit des concerts physiques, soit dans le cas de BTS c'est hybride justement, ça se développe aussi. En termes de lieu, en termes de temporalité, on a des choses assez différentes. Donc c'est pas forcément en direct, pas forcément sur le même lieu. Le public peut interagir avec l'artiste et des fois non. Et je pense qu'on le verra après. Il n'y a pas non plus de modèle économique unique qui s'est développé sur ces formats-là. On en reparlera, j'imagine. Mais voilà, il y a des formats quand même assez différents qui se sont développés. Et c'est pour ça que c'est dur de dire que derrière le live stream, il y a une seule réalité. Au contraire, il y a plutôt une variété de formats. Et j'ajoute juste peut-être un dernier élément sur la présentation que vous voyez sans doute. Le dernier cas que vous avez cité, celui de Kanye West, on est justement sur un live hybride où à la fois le public est présent en même temps que l'artiste physiquement et aussi en ligne. Et il y a aussi des choses assez intéressantes qui se passent, puisque dans le cas de Kanye West, il n'a même pas chanté ou performé en fait son concert. C'était comme ils ont appelé ça une listening party. Donc voilà, il y a vraiment des formats très différents qui apparaissent. D'accord. Bon, désolé, on essaye en même temps d'afficher le PowerPoint à l'écran et les slides dont Robin vous parlait, mais on a un petit souci technique. C'est pas grave, on continue. Louis, est-ce que vous, de par vos expériences personnelles, vous avez notamment mis en place un festival au début de la pandémie, je crois, qui a été diffusé sur Facebook Live, pardon. Est-ce que vous auriez un peu des ajouts à faire par rapport à ce qu'a dit Robin? Est-ce que vous avez cette même définition du live stream et des différents formats que l'on peut retrouver? Oui, je pense que Robin a été très clair là-dessus. Je pense que surtout, il n'y a pas un format.
et on ne sait pas encore les formats futurs qui vont arriver. On voit que ça s'est développé, notamment avec le confinement, mais c'est des choses qui ont plus existé parce que des lives sur Facebook, ça existait bien avant le confinement. On est d'accord. Je crois que la nouvelle chose et ce qui a amené la filière musicale et notamment les acteurs du live, c'est ce manque cruel de concerts et d'essayer de trouver une économie qui n'existait pas. Et là est la nouveauté, c'est-à-dire qu'avant, il y a toujours eu du live, que ce soit Insta, Facebook, Twitch, il y a toujours eu du live même sur YouTube. Là, c'est les acteurs de la filière qui se sont demandé comment pallier à un déficit économique dû à la situation et comment essayer de trouver une nouvelle économie. Je pense que voilà, c'est assez clair. On a des choses qui sont hybrides. Je pense moi notamment à l'extension de jauge qui, pour moi, va être un des modèles les plus viables parce que on a des artistes qui vont passer et notamment des headliners, des têtes d'affiche internationales qui vont passer une fois en France pour une ou deux dates. Personne ne pourra, toutes les personnes qui sont fans ne pourront pas être au concert. Je pense qu'il y a une version hybride d'extension de jauge pour justement permettre à une audience de rencontrer l'artiste dont ils sont fans parce que une salle n'est pas extensible. Et il y a aussi des notions de distance qui font qu'on peut permettre à des personnes qui sont à distance de partager un événement auquel ils n'auraient pas pu participer normalement. Oui, et sachant que dans un plus court terme, avec les questions de pass sanitaire, ça peut aussi avoir un réel intérêt pour les personnes qui ne seraient pas titulaires d'un pass. Si le pass est prolongé au-delà du 15 novembre, une personne qui n'a pas son pass peut aussi avoir accès via un live au concert ou au spectacle vivant auquel il a envie d'assister. Exactement. Dans un mode court-termiste. Et au-delà même du pass sanitaire, on peut penser que ça peut être aussi quelque chose qui peut se pérenniser par le confort en fait que ça peut aussi apporter, quoi, des personnes par exemple qui sont trop loin, qui sont pas disponibles, on va dire pour aller à tel événement, ça apporte, on va dire, une opportunité de plus d'assister à un événement auquel on n'aurait pas pu assister en présentiel. On le voit d'ailleurs sur si je prends un autre rapport aujourd'hui, de pouvoir proposer des conférences qui sont à la fois en live et en présentiel. On voit vraiment se répandre dans tout domaine, donc pourquoi pas effectivement dans la musique. Mais effectivement, on verra lors de la conclusion si le live stream va être le Netflix et le OCS des salles de cinéma. On en reparlera tout à l'heure. Donc merci à tous les deux pour déjà cette introduction, ces propositions de format et de définition du live stream qui donc ne se passe pas toujours en direct. Voilà. Donc maintenant, on peut passer, je pense, à l'état des lieux. Maintenant qu'on a compris ce qu'est le live stream et justement toute la variété ou toute la multiplicité possible du live stream, on a compris, parce que vous avez déjà introduit cette notion, que le live stream, c'est pas nouveau. On en entend plus parler, on va dire, maintenant et depuis le confinement, puisque du fait de la pandémie, le live stream s'est développé. Alors, on avait quelques questions à vous poser finalement pour introduire cet état des lieux, en commençant par vous, Robin. Notamment dans ce développement du live stream, est-ce qu'il y aurait des événements notables? Est-ce que dans ce développement, c'est plutôt les artistes qui ont été à l'initiative, on va dire, du développement de ce live stream? Est-ce qu'au contraire, c'est les labels, les producteurs de spectacles, ou est-ce que c'est les deux, on va dire, qui se sont intéressés, on va dire, de manière accrue au live stream pendant le confinement? Et peut-être vous auriez des chiffres, des sondages, de l'infographie à communiquer qui seraient parlants? Ouais, tout à fait. Je pense que c'est effectivement important de remonter bien avant la pandémie pour comprendre ce qui s'est passé au moment de cette crise sanitaire. En fait, ce que citait, je rejoins complètement Louis sur l'existence avant la pandémie des Facebook Live, en fait, de live en direct sur les réseaux sociaux, notamment dans la musique techno, c'était quelque chose qui se pratiquait assez largement. Et moi, ce que j'ai pu identifier, c'est que même dès 1995, il y a eu ce que j'ai pu identifier comme le premier live stream, on va dire, donc au sens de, encore une fois, ce concert en ligne, en direct, et sans rediffusion derrière, donc qui est un peu, encore une fois, la définition restreinte.
Donc en 1995, à New York, il y a un club de musique qui s'appelle la Knitting Factory, qui a organisé un festival qui s'appelle le Macintosh Music Festival. Et en fait, le dirigeant de la Knitting Factory était assez passionné de technologie. Il s'est entouré de gens qui deviendront en fait des pontes à IBM ou à Facebook, et il organise une diffusion en direct sur des Macintosh de plusieurs concerts dans le cadre de ce festival. Et donc en fait, ça remonte quand même assez loin, ces idées d'élargir la jauge, de profiter de l'opportunité de diffusion en ligne pour élargir l'audience. Et en l'occurrence, un des objectifs à cette époque-là déclaré, c'est de vendre plus de CD. Donc ça a vraiment au départ une visée promotionnelle, et avant la pandémie, c'est quand même ce qui ressort principalement. Le shift qui se passe, le gros changement au niveau de la crise sanitaire en 2020, c'est que donc il y a une impossibilité de se produire sur scène. Et le numérique, comme le disait Louis, devient la seule alternative, la seule possibilité d'essayer de tirer des revenus de performances musicales. Et il y a un vrai appel d'air qui arrive à ce moment-là, où on considère non plus le live stream comme un simple outil promotionnel, mais carrément comme un canal potentiel qui peut générer des rémunérations, notamment pour les artistes. Et je pense que vous l'avez un peu indiqué dans votre question. Effectivement, les artistes sont parmi les premiers à s'être emparés du format de manière assez intuitive, essayer de se produire sur les réseaux sociaux, garder un contact avec le public, tout simplement essayer de faire plaisir aux gens aussi en apportant un peu de musique. Donc ça, c'est quelque chose qui a eu beaucoup lieu, mais ce que les artistes aussi constatent assez rapidement, c'est que finalement, ils n'ont pas une grande connaissance, du moins pour la plupart d'entre eux, des outils digitaux, du fonctionnement des réseaux sociaux et des autres plateformes. Et du coup, ils vont pas forcément se plonger à fond là-dedans. Donc, en fait, les principaux acteurs, je ne sais pas si vous avez réussi à rétablir le... Ah ben, je vais la mettre alors, je ne savais pas à quel moment. Je vais voir, hop, hop. Il y a un graphique, ouais, si vous y arrivez. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de mouvements en fait qui ont lieu à partir de 2020, de mouvements, de nouvelles structures en fait qui se créent, des nouvelles plateformes. Et donc les artistes au début sont un peu les instigateurs, les labels aussi vont tenter des choses. Il y a eu l'Impératrice en France, et voilà, parfait. Ce graphique montre en fait toutes les nouvelles solutions, les nouvelles entreprises qui se sont créées, les levées de fonds qui ont eu lieu en matière de live stream, les partenariats qui ont pu être montés, et on voit donc qu'il y a vraiment de plus en plus à partir de mars 2020 des mouvements là-dessus. Et en fait, plus que les artistes et les labels, au fur et à mesure, c'est des acteurs plutôt technologiques sous forme de plateformes spécialisées dans le live stream, mais pas que, hein, les réseaux sociaux aussi ont pas mal investi le champ. Et c'est de plus en plus ce type d'acteur qui va essayer de proposer des solutions pour le live stream, en fait, pour permettre aux artistes et aux différents acteurs de l'industrie musicale de diffuser en ligne, en direct, des concerts. Je trouve qu'on est à une époque... Ah, pardon. Non, allez-y. Actuellement, dans le secteur dans l'industrie musicale, c'est plus la vente des supports, mais les spectacles vivants qui nourrissent et qui alimentent les différents acteurs de l'industrie. Donc, c'est important finalement de trouver une alternative à ce manque en fait de spectacles vivants du fait de la pandémie. C'est vital. Complètement. En fait, avant la pandémie, le secteur du live est vraiment en pleine expansion, et ça reprendra probablement, hein. Il y a encore la conviction des grands groupes de spectacles vivants comme Live Nation, c'est que les lives en physique vont reprendre et que le marché est voué à continuer à s'étendre. Mais c'est vrai que la pandémie casse un peu la dynamique, et il y a la volonté de continuer à faire des spectacles. Et vous parliez de quelques chiffres. En fait, ce qu'a signalé aussi la pandémie, ce qu'elle a mis en évidence,
c'est une possible appétence des consommateurs pour ce format. On en reparlera sans doute après. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des records d'audience en termes de live stream. Jusqu'avant, c'était quand même assez minime. Et là, Jean-Michel Jarre, par exemple, en décembre 2020, qui fait un live en virtuel à Notre-Dame, c'est près de 75 millions de connexions sur ce live. Le format dont je vous parlais tout à l'heure de Lil Nas X sur Roblox, c'est 33 millions de personnes qui se connectent pour voir ça. Et alors ça, c'est du gratuit, mais en payant aussi, il y a eu des scores assez incroyables. Dua Lipa que vous citiez en début de présentation, c'est 5 millions de personnes qui auraient été, d'après les chiffres qu'on a pu récolter, qui auraient été prêtes à payer pour ce Studio 2054, pardon, qui est le titre de ce live stream. Et donc voilà, c'est ça aussi qui a fait apparaître la pandémie, c'est une audience record pour ces live streams. Et avec, j'imagine aussi le fait qu'on a maintenant des utilisateurs ou des spectateurs qui sont aussi de plus en plus à l'aise avec les réseaux, avec les plateformes qui leur permettent du coup de bien utiliser et d'avoir cette appétence. On est à un moment où voilà, les gens savent manipuler et étaient, j'imagine, aussi disponibles, quoi, puisque du fait des confinements, des mesures, on avait un public qui était aussi disponible pour ce type d'événement. D'où peut-être les chiffres records. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est tout l'enjeu de ces acteurs technologiques que je citais, que de proposer des expériences originales et qui conviennent à ce besoin développé pendant le temps de la pandémie pour les consommateurs et les fans de spectacles. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu eh bien les chiffres, les couleurs qu'on voit sur le schéma, notamment la partie grisée sur la question des nouvelles solutions, ce que vous entendez par là? Ouais, alors ça c'est assez divers, mais nouvelles solutions, ce qu'on a appelé nouvelles solutions, c'est à la fois des plateformes qui se sont créées sur ce sujet. Je vous les citerai pas toutes, elles sont trop nombreuses et j'ai pas retenu tous leurs noms. Mais donc la partie grisée, c'est à la fois des nouvelles structures qui apparaissent, des entreprises qui se créent, donc surtout des plateformes, encore une fois, et surtout des plateformes américaines. C'est vraiment aux États-Unis qu'on a le plus d'innovation, on va dire. Et mais c'est aussi des structures existantes qui proposent des nouvelles solutions spécifiques au live stream. Je pense par exemple à Bunzintown, qui est une plateforme qui, avant la pandémie, se limitait entre guillemets à proposer un calendrier de concerts, prévenir quand tel groupe arrivait dans telle ville. Et avec la pandémie, Bunzintown s'est un peu réorienté, ils ont pivoté, comme ils disent, en proposant une offre strictement live stream, essayer de donc eux-mêmes produire et diffuser des live streams et référencer aussi différents live streams. Donc c'est en ça aussi qu'il y a des nouvelles solutions, cette partie grisée correspond à ça. Les partenariats, c'est là aussi des entreprises existantes qui montent des projets en commun le temps d'un spectacle ou d'un festival. Les acquisitions et les levées de fonds, voilà, c'est surtout des grands groupes qui vont acquérir des plus petites boîtes qui ont été en pleine expansion avec la pandémie. Je vous citais Live Nation tout à l'heure. Live Nation a par exemple acquis Vips, qui est une plateforme de live stream musical. Et Live Nation maintenant, avec la technologie de Vips, a équipé beaucoup de ces salles en matériel caméra notamment, fourni par Vips, pour que dans le futur, il y ait à la fois public en présentiel et captation en direct. Voilà, donc on voit bien que dans le graphe, ces acquisitions, levées de fonds n'ont pas vraiment ralenti depuis le début de la pandémie. Merci beaucoup. Est-ce que, Louis, de votre côté, vous auriez aussi un témoignage à apporter, et je pense notamment au festival que vous avez organisé donc sur Facebook, et de manière générale, votre retour d'expérience sur le live stream, notamment les objectifs, les buts fixés par exemple par les clients qui souhaitent faire du live stream.
Très bien. Alors, on va dissocier deux sujets. Le festival, c'était vraiment d'un côté perso et j'étais entouré de plein de personnes parce qu'il y a un peu toute la filière musicale qui s'est ressoudée pour monter ce festival. On était le 1er avril 2020, donc autant vous dire qu'on avait beaucoup d'audience. Et on a eu la chance d'être soutenu par 92 artistes, dont Oxmo Puccio, Yael Naïm, et je ne vais pas tous les citer parce que ça va être un peu long. Je pense qu'il y avait un besoin réel de public contraint à être à la maison. On avait aussi une partie jeune public de 16h à 17h. Je pense qu'on a fait du bien à certaines familles parce que quand Aldebert arrive en live stream, ça permet de poser les enfants pendant 1 heure devant la télévision avec un truc sympa. C'est vrai que ça a très très bien fonctionné. Hein. On a commencé, on a monté ça en 2 semaines et au final, on a eu 1 500 000 comptes Facebook qui sont connectés sur les lives en 1 semaine. Donc, c'est un peu incroyable. Je pense que là, on était vraiment dans des conditions très particulières qui font qu'on répondait à un besoin, que ce soit, alors c'était assez drôle parce que c'était un besoin aussi bien du côté artiste que public. Je pense qu'il y avait plein d'artistes qui étaient chez eux et qui étaient aussi contents de retrouver voilà, un contact avec leur public, de pouvoir se produire et que c'était aussi brutal d'un côté comme de l'autre. Ça a pu amener de très jolies choses parce que bon, voilà, on s'appelait Je reste à la maison et on s'est associé au Secours populaire. Voilà, on a eu une action comme ça. Bon, ce genre de live stream, je pense que ils ont fait du bien à tout le monde. On parlait de M qui a joué je ne sais pas combien de fois en live stream sur Facebook pendant le confinement. Voilà, ça c'était vraiment, je pense, des cas très particuliers sur cette période. Le live stream, comme on en parlait, l'évolution qui a continué à partir de cette base où les gens se sont dit bon, il faut qu'on trouve une solution annexe, sachant que les salles de concert, les festivals sont fermés. On voit aussi que bon, il y a eu des expériences, on en parle de gros chiffres, Robin parlait d'énormes chiffres à l'international. Il faut aussi se poser la question de ce qui s'est passé en France et des résultats. Les chiffres de ce qui s'est passé en France en payant n'ont pas non plus été fous, on va dire. Hein. On voit encore quand même une réticence sur un public qui a quand même du mal à payer pour voir une expérience en live en ligne. Donc il y a quand même je pense qu'il y a une évolution des mœurs qui va se passer, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Nous on a fait par exemple le live de Black Eyed Peas au niveau mondial où on était sur un mix live à Miami et live stream au niveau mondial. On a fait les campagnes monde pour promouvoir l'événement et on voit que la réactivité, elle est en Asie et elle était en Amérique latine. C'est-à-dire que l'Europe, on était beaucoup moins, le public européen était beaucoup moins réactif et beaucoup plus enclin à faire des commentaires sur le fait que c'était payant et qu'ils ne trouvaient pas ça super intéressant que ce soit payant. Dire qu'au Japon, ça prenait, on vendait plein de places et que je pense que voilà, il y a quand même une évolution qui n'est pas encore là, mais qui est lancée en tous les cas. Et voilà. Et après, voilà, les personnes qui en ont eu besoin, je pense à Jean-Louis Aubert qui a fait un live stream en France et qui a quand même réuni 10 000 personnes, mais ça reste, désolé de dire ça, ça reste 10 000 personnes. Je pense que voilà, il y a quand même une évolution qui va se faire à ce niveau-là. On a eu je prends l'exemple français parce que bon, c'est ce qui nous concerne un peu plus. On n'a pas eu les gens de l'urbain s'ils sont pas mis à part Gims qui a fait un live, parce que eux, clairement, les streamings sur Spotify et Deezer, ils ont explosé. Ils n'ont pas du tout besoin. Non. Voilà, le live pour eux n'était pas si, voilà, le manque n'était pas si important. Et je pense qu'il y aurait peut-être eu des choses très intéressantes et qui se passeront peut-être plus tard sur justement un public urbain, jeune, connecté, ultra connecté, qui sera certainement plus facile à capter sur un live stream payant avec un chiffre, voilà, avec des prix qui sont en adéquation avec le public, que d'aller chercher des gens pour aller payer un live stream pour Jean-Louis Aubert. Voilà. Aucun problème avec Jean-Louis Aubert, hein, mais c'est juste un constat. Hein. Mais je pense que voilà, l'évolution des choses va se faire, mais voilà, en Europe, on n'y est pas encore. Nous, on a fait par exemple un festival de théâtre avec Facebook, en partenariat avec Facebook, sur une billetterie payante sur Facebook.
Ça a pris, bien sûr, on a eu du public sans problème, mais il est vrai qu'on avait quand même les commentaires, les gens qui se retrouvaient sur une plateforme où tout était gratuit, où tout d'un coup, on leur propose de payer pour avoir accès à un live. Voilà. Et après, les gens ne comprennent pas. Oui, voilà, il y a une habitude, mais après, ils ne comprennent pas non plus qu'il y a besoin de rétribuer les personnes qui sont actives. On n'a pas parlé d'une chose, mais il y a quand même un sujet ultra important, notamment en musique. On parle de droit. SACEM, moi j'ai eu de nombreuses discussions avec la SACEM parce que justement, lors de ces live streams, il n'y avait pas de possibilité, en tout cas sur les plateformes, avant la mise en place de l'opération de la SACEM et de la rétribution des auteurs-compositeurs, mais il n'y avait pas de cette liste, en tous les cas, la liste des morceaux qui étaient joués n'était pas demandée par les plateformes, donc la rétribution, elle était faite à la rétribution globale de la SACEM, c'est-à-dire que les artistes indépendants qui jouaient leurs titres, potentiellement, allaient toucher rien sur les droits d'auteur. La SACEM a pallié à ça en faisant ce qu'ils ont mis en place avec cette opération exceptionnelle du fait que les artistes SACEM pouvaient déclarer les live streams et aller toucher une rétribution par rapport à ça, mais il y a quand même un gros déficit sur les différentes plateformes à ce point de vue-là. Je pense que toutes les nouvelles solutions qui vont se monter, et je pense que M-Pokora qui a monté son live stream, ou Gims qui a monté sa plateforme, je ne sais pas si c'est en partenariat avec quelqu'un, en tout cas ça a été un peu présenté comme ça. Je pense qu'il y avait aussi besoin de pallier à cette défaillance que les GAFA ne font pas. C'est-à-dire qu'il y a une gestion des droits des GAFA qui est quand même assez critiquable. Mais ça, effectivement, on en reparlera après sur la clearance des droits et la rémunération. Et c'est certes pas un modèle très récent, mais c'est un modèle et un marché qui est nouvellement en expansion. Et il y a encore beaucoup de chemin à parcourir sur la question de la rémunération des interprètes et des auteurs sur le live stream. C'est vrai qu'il y a des solutions temporaires qui ont été mises en place par seulement certaines sociétés de gestion collective, pas par toutes, mais c'est un sujet qui est en train d'évoluer. Et on en reparlera un petit peu plus tard. Donc, sur donc, super, Louis, vous nous avez donné une petite transition donc sur le festival qui avait une billetterie payante, et vous nous avez aussi dit sur le live stream de Black Eyed Peas que vous aviez noté quand même qu'en Europe, il y avait des petites réticences, les gens râlaient un petit peu pour avoir accès de façon payante à un événement sur Internet, parce qu'on a une habitude de gratuité quand même sur Internet qui se met en place. Donc, en ça nous intéressait avec Carole de parler aussi de la question du business model, en fait, du live stream. Quel est le modèle économique? Est-ce que le live stream, il a essentiellement une vocation promotionnelle avec des passerelles qui vont se faire entre le label, la maison de disques, la major et le live stream? Ou est-ce que derrière, il y a une monétisation possible, des revenus supplémentaires à aller chercher pour tous les acteurs du live stream, que ce soit le producteur du disque, le producteur du spectacle, la plateforme, les interprètes et les auteurs. Qu'est-ce que vous, Robin, toujours dans le cadre de votre connaissance du domaine, mais aussi dans le cadre de l'étude du CNM, qu'est-ce qui s'est dégagé sur les différents modes de monétisation du live stream? Est-ce qu'on était plutôt sur du gratuit ou du payant? Et dans le payant, un petit peu, quels schémas se sont mis en place? Mais effectivement, le gratuit occupe une place prépondérante dans la plupart des lives. Robin, est-ce que vous voulez que je diffuse la petite slide d'ailleurs ouais, je veux bien, ouais. Pour appuyer votre propos? Oui, okay. Ouais, tout à fait, je veux bien, ouais. Sur les types de monétisation. Mais avant de passer, j'en parlerai, je vous invite éventuellement à vous référer aussi à notre état des lieux, où ce qu'on montre, c'est que déjà, dans un premier temps, il y a beaucoup d'acteurs dans un live stream. Hein. C'est pas juste le public et l'artiste de l'autre côté. Il y a la plupart du temps un chaînage d'intermédiation assez conséquent avec des acteurs, des intermédiaires techniques, avec des producteurs de spectacles, des labels, vous les avez cités. Il peut y avoir des modèles où en fait c'est assez dense en termes d'acteurs et où en face la rémunération et les recettes générées sont pas à la hauteur. Donc d'une part beaucoup d'acteurs et d'autre part on peut avoir effectivement différents modèles. Nous on l'a schématisé de la manière suivante. Il y a un peu un premier idéal qui est celui qu'on citait au départ, qui est
celui des artistes sur les réseaux sociaux qui se produisent en gratuit et voilà, c'est surtout promotionnel. Il y a eu aussi un modèle qui existait avant la crise qui s'est un peu renforcé, notamment au niveau d'Arte Concert, où c'est des spectacles assez conséquents. Je pense notamment à Will of Green qui s'est fait en digital en 2020 et où là pareil, il n'y a pas vraiment de recettes qui sont générées. Ce qui finance en fait l'ensemble des choses, c'est la participation de Arte dans le financement. Et ensuite, il y a deux autres modèles qui, là, font émerger l'idée de rentabilité de ces projets-là. Et le premier de ces modèles, en fait, ressemble un peu à M qui fait un live sur Facebook. Il y a quand même des gens sur Twitch qui arrivent, ça a été pas mal popularisé, médiatisé, on va dire. Il y a quand même des gens qui, sur Twitch, arrivent à gagner même plus que sur les plateformes de streaming audio type Spotify. Grâce à on va le voir, des modes de rémunération dont nous, comme le disait très bien Louis, en Europe, on est un peu moins familiarisé avec ces modes de rémunération, je vais y venir. Et juste le dernier type de modèle qu'on peut voir, c'est un modèle où il y a des grosses productions aussi, type BTS, mais où la capacité à mobiliser les fans, la capacité à proposer quelque chose de neuf par rapport à un live en physique, et je pense aussi, vu que c'est quand même assez réservé jusqu'à maintenant à des artistes plutôt reconnus, plutôt stars, il y a quand même une rentabilité qui émerge parce que c'est les chiffres que je citais tout à l'heure. Il y a une capacité à générer des grosses billetteries ou du merchandising de manière assez conséquente. Mais encore une fois, et Louis avait là aussi tout à fait raison, c'est réservé finalement à certains artistes, quoi, et à certaines réalités. Et donc le tableau que vous voyez là essaie de répertorier en fait les différents types de monétisation des live streams. Il y a des choses qui sont assez proches du live, hein. Le pay-per-view, c'est une sorte de billetterie. Le merchandising aussi, c'est connu, mais ça marche très très bien sur les live streams de ce qu'on a pu voir nous de notre côté. Et on a des choses assez intéressantes qui se mettent en place aussi et qui sont propres au numérique. Déjà, le financement par la publicité, parce que mine de rien, et là aussi c'est ce que soulignait tout à l'heure Louis, quand on regarde un live sur Facebook, c'est gratuit, mais il y a quand même de la publicité. On peut être exposé à de la publicité. Il y a aussi des plateformes qui se sont construites comme Benzintown sur des abonnements. Et il y a aussi des exploitations, des rémunérations complémentaires qui peuvent avoir trait à une captation qui est vue en direct. Déjà, toutes les données qui sont générées peuvent être réexploitées pour essayer de ensuite mieux vendre des billets, être plus efficace sur la billetterie, mieux retargeter, comme on dit dans le vocabulaire du marketing digital. Et ça permet aussi de faire des rediffusions. Et donc, c'est en ça que c'est pas juste des formats en direct, c'est qu'on a aussi des contenus qui peuvent rester sur Internet, continuer à être visionnés de manière illimitée en fait sur la toile. Donc voilà un peu les différents modes. Donc sachant que vous aviez raison, hein, effectivement le tipping, les dons sont des modes de rémunération qui fonctionnent assez bien visiblement sur le live stream, plus sans doute dans certains territoires comme l'Asie notamment où ils sont assez friands de ça visiblement. Et le merchandising aussi, c'est assez mis en valeur dans les gros succès. Le merchandising, visiblement, marche bien. Sur les dons, je donnerais juste un exemple à une autre échelle. Pendant la pandémie, il y a eu un tourneur dont le nom m'échappe, mais en Mayenne, qui a organisé un ensemble de concerts en live stream pour venir en solidarité avec les cafés-concerts. Et ça a quand même levé des fonds en dons, pour le coup, assez conséquents. Donc le don est un mode de rémunération qui fonctionne visiblement avec le live stream. Mais la nuance qu'il faut y apporter, et là je vais essayer de donner quelques chiffres là-dessus. Et je vous interromps, Robin. Ouais. Je vous interromps 2 minutes, mais pour dire que c'est quand même un secteur et un mode de diffusion qui va aussi poser beaucoup de questions, je pense, par la suite.
vous parlez du don, mais on pourrait se demander d'un point de vue fiscal si, de même que dans le cadre du financement participatif, les campagnes de crowdfunding ou du mécénat culturel, est-ce que ces dons qui vont être apportés à des artistes, à qui ils vont être versés directement, est-ce que ça peut ouvrir droit à certaines réductions fiscales, comme c'est le cas à l'heure actuelle, quand on veut financer un concert, une production, un spectacle par le biais d'une campagne de financement participatif. Donc ça va aussi soulever, je pense, des problématiques juridiques. Le droit résout les problèmes en général un peu après, quand les choses se sont mises en place, mais ça va être une problématique qui va se poser aussi, je pense. Mais c'est aussi à voir ce qui va se passer. Ce mode, si on voit que c'est celui qui se développe le plus, c'est pas forcément un bon signe pour les différents acteurs, parce que effectivement, on sait que c'est les auteurs en tout genre dans le secteur littéraire, on a déjà pu en discuter. Il y a quand même une paupérisation qui est hyper importante, donc effectivement, on peut craindre que ça soit le mode qui se développe. C'est effectivement, ça pose déjà des questions en termes de fiscalité assez conséquentes pour les plateformes et les différents acteurs qui décident de passer plutôt par le don. Quel taux appliquer, par exemple, c'est une difficulté qui est souvent revenue. Ouais, effectivement, les obstacles en termes de fiscalité sont assez énormes. Et tout à l'heure, Louis citait les droits. Je crois qu'en termes de rémunération des artistes, déclaration des cachets, il y a aussi des vraies problématiques, celle du double cachet. Est-ce qu'on déclare pour la production audiovisuelle ou est-ce qu'on déclare pour le spectacle vivant? Bref, il y a effectivement beaucoup de problématiques sur ces questions de rémunération qui apparaissent. Sur le don, je pense qu'effectivement, il y a des risques de paupérisation, mais là encore, c'est un peu ambivalent et c'est dur d'y voir clair puisque, comme je vous le citais, visiblement, il y a des artistes et des projets artistiques qui, à des échelles bien plus réduites, même très locales, arrivent à générer des économies autour du live stream, par le don notamment. Donc à voir si c'est quelque chose qui était juste lié à la pandémie. Mais je conclurai là-dessus, en fait. Il y a vraiment une ambivalence, notamment au niveau des sondages qui sont menés sur l'appétence des consommateurs sur le format du live stream. Benzintown, que je vous citais tout à l'heure, a estimé, je crois que c'était fin 2020, que 80% des gens qui souscrivaient à cette plateforme étaient prêts à reprendre, à continuer à consommer du live stream et à payer pour ces live streams, sachant que du coup c'est plutôt une population de fans de concerts, des gens qui allaient déjà au concert avant, donc c'est un peu particulier. Et il y a aussi une université, celle du Middlesex au Royaume-Uni, qui a fait une étude là-dessus et qui a un chiffre un peu semblable en disant que je crois que 72% des interrogés estiment que le live stream devrait être payant. Mais à l'inverse, on a des sondages qui disent à peu près le contraire. Plus récemment, là, il y a un sondage américain qui disait que seulement 5% des Américains étaient intéressés par le live stream. Et donc, ça agite un peu la tendance contraire, selon laquelle voilà, il n'y aurait pas de pérennité, pas vraiment d'envie de la part des consommateurs de continuer à aller vers le live stream. Le CNM est en train de monter une étude de ce genre, un sondage qui va être mené avec la Adopi sur la question du live stream. Et donc, on aura des résultats a priori en 2022 qui essayeront d'évaluer ça de manière un peu plus fine sur la France. Voilà. Merci Robin, et on va laisser donc la parole à Louis. Louis, vous nous avez dit tout à l'heure que sur Facebook, votre festival perso, en tout début de pandémie, il y avait une billetterie qui avait été mise en place. Donc on voit qu'il y a des acteurs en France de la billetterie qui ont lancé des billetteries pour les spectacles virtuels, entre guillemets, soit la FNAC ou Ticketmaster. Donc là, je voulais voir un petit peu avec vous, on voulait voir au niveau de la billetterie sur ce festival, comment ça s'était passé. Et puis après, l'autre sujet qui nous intéressait avec Carole, Robin en a un petit peu parlé, la question de la donnée et des données réexploitées. Voilà, c'est aussi un enjeu économique qui est fort dans le live stream, la notion de la donnée collectée et de ce qu'on en fait. Donc peut-être vos deux réponses là-dessus, sur la billetterie, festival, un petit peu comment vous aviez fonctionné, et après la question de l'enjeu de la data dans le cadre du live stream.
Très bien. Alors, le festival qu'on a monté en début de confinement, lui, était gratuit, sans billetterie. C'était vraiment pour les familles. Par contre, avec Facebook, on a monté un festival, on n'a pas du tout monté, on a accompagné un festival qui s'appelle Parole citoyenne, qui était organisé par Jean-Marc Dumontet Productions, sur lequel Facebook avait mis en place une billetterie payante, chose qui n'existait pas en début 2020 et qu'ils ont monté justement pour proposer une solution de billetterie. Mais en billetterie, Robin parlait de l'Impératrice tout à l'heure, on a des acteurs type Dice, un acteur anglais qui s'est installé en France, qui justement est un acteur de billetterie et a commencé à proposer des solutions de live stream justement pour pallier au fait que je pense qu'ils avaient pas forcément beaucoup d'activités à ce moment-là, qu'ils avaient besoin d'accompagner leurs partenaires et trouver une solution. Je pense que tout le monde s'y est mis. J'ai l'impression que la billetterie, il y a encore quand même pas mal de réticences, mais les gens vont s'y mettre au tout. Moi, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi ça fait un petit bout de temps que je suis dans le digital. Les premières pubs qu'on a eues sur YouTube ou sur ce genre de plateforme, on trouvait ça horrible et on voulait tous partir de ces plateformes parce que c'était pas possible d'avoir du contenu avec une publicité avant. Je pense qu'on y est tous passés. Bon, ça va, on a compris qu'il y avait une économie qui devait être générée derrière. On a compris pourquoi on le faisait. Ils ont trouvé aussi un modèle qui est bon avec du skip et ce genre de choses sans imposer trop. Je pense que le fait est que le live stream devra être payant parce que il y a une production derrière et qu'il y a des gens rémunérés, que l'évolution va être faite. Je pense aussi qu'il y a un vrai intérêt et qui est justement avec la reprise des concerts, qui est sur la production de contenu qui est complètement différente de celle qu'il peut y avoir sur une salle de concert. Voilà. Il y a des nouveaux modèles qui ont trouvé. On parlait de Travis Scott dans Fortnite tout à l'heure. Clairement, c'était un live, mais pas vraiment live, avec des animations vidéo. Mais juste après, sur toutes les plateformes, vous aviez à peu près tout ce qui est possible de créer en merchandising. C'est-à-dire du ballon, du t-shirt, du jeu, du pistolet à eau. Il y avait tout. Moi, ils avaient tout pensé. C'était pour le lancement, pour accompagner un album. Donc, le fait est qu'il y a une économie qui peut être aussi autre que celle de la billetterie qui va être trouvée. D'où aussi le deuxième axe dont on parlait, c'est les données. Il y a un moment des artistes qui créent des live streams, les labels, les tourneurs, en tous les cas, toute l'industrie du live a bien compris aussi qu'il y avait un outil promotionnel dingue. Le fait est que sur toutes les plateformes maintenant, vous voyez notamment avec le RGPD que vous devez très bien connaître, tous les opt-in qu'on nous demande d'avoir sur les différentes plateformes, ben voilà, on vous demande un accord, c'est parce qu'on va capter de la donnée. Et cette donnée, elle a une valeur immense. Elle a une valeur immense sur toute la filière musicale, et bien plus, parce qu'on peut sortir de là, parce qu'il y a aussi des données qui sont importantes sur des artistes avec du brand content et des rapports aux marques qui vont être importantes. Autant vous dire que si PNL ouvre ses données à des acteurs comme Nike, ils sont très contents de les trouver, hein, et ils seraient très contents de les payer aussi. Donc voilà, il va y avoir tout ça sur une utilisation du live sur les données, que ce soit sur des données internes au GAFA. On sait très bien que la data, aussi bien Facebook que Google, ils ont très bien compris comment ça se passait, elle reste bien chez eux, que des données de navigation type cookie, voilà. Les acteurs savent très bien que avec un live stream promotionnel, vous allez avoir des données de personnes sur lesquelles potentiellement vous allez les solliciter sur le nouveau single ou sur la sortie d'album, que ces mêmes personnes, une fois qu'ils ont réagi sur l'album, vous lancez une tournée en physique, et ben toutes ces personnes qui sont venues, c'est des fans potentiels qui pourront acheter des places. Et ensuite du merchandising, bon, voilà. On a de nombreuses datas. Tout le monde a bien compris dans l'industrie que les datas étaient ultra importantes. C'est des sources de données, qu'elles soient anonymisées ou pas. Hein. On peut aussi être sur du mailing et des leads en mailing. Mais on a compris que voilà, il y a un intérêt financier indirect qui va être sur promotionner du live stream sur les plateformes, vendre du ticket, vendre du t-shirt ou vendre du vinyle. Donc voilà, il va y avoir un intérêt streaming qui va être aussi autre que celui de pallier à des billetteries physiques qui étaient en manque.
Donc, merci Louis. Donc, qui nous l'a rappelé, hein, qui dit data dit attention au RGPD, donc à la collecte des données personnelles, à ce que vous en faites, pendant combien de temps, et au traitement et à la finalité de ce traitement-là. On ne va pas rentrer davantage dans le détail sur la question du RGPD. Robin, Louis, Carole, moi, on a déjà un peu parlé des différents acteurs du live stream. On va donc passer à un petit topo juridique. Qui dit live stream dit titulaire de droit, dit donc clearance des droits et autorisation à solliciter pour avoir la possibilité de mettre ce live stream sur les plateformes. Alors Carole, je te laisse nous présenter les différents acteurs et les autorisations à solliciter. Oui, on a vu effectivement que le live... Pardon, oui. N'hésitez pas, j'ai oublié de le dire au début, mais que ce soit les personnes en virtuel ou en présence, si vous avez des questions, vous pouvez les poser soit sur le chat, soit bien évidemment ici. Voilà. Bien sûr. Donc effectivement, les autorisations, on en a déjà parlé un petit peu, hein, au gré des échanges, ça sous-tend puisque c'est effectivement nécessaire. On a vu que le live stream donc, peut être grossièrement défini comme un mode de diffusion sur des canaux numériques d'une captation de spectacle. Donc une captation, c'est ni plus ni moins que l'enregistrement d'un spectacle vivant. Donc juridiquement, le live stream va impliquer à la fois un acte tout d'abord de reproduction, c'est-à-dire le stockage de la captation sur le serveur d'hébergement du média qui va ensuite proposer donc sa diffusion. Donc tout d'abord un acte de reproduction, mais également un acte de représentation, c'est-à-dire la communication au public qui est connectée, la diffusion numérique de la dite captation du spectacle. Il va donc convenir d'obtenir l'autorisation expresse et préalable des différents titulaires de droit, des ayants droit qui ont auprès de l'ensemble donc des contributeurs. Sachant que les contributeurs à un live stream sont multiples, puisque la captation est le résultat d'une multitude de créations qui sont cumulées. On va avoir évidemment les auteurs du spectacle lui-même, hein, les auteurs-compositeurs, des paroles, de la musique, des chorégraphies éventuellement. Les artistes-interprètes, hein, qui interprètent les créations, les producteurs de phonogrammes, de vidéogrammes, le producteur éventuellement du spectacle vivant, les exploitants du lieu de captation, etc. Puis il y en avoir encore d'autres. Donc on voit que non seulement est en cause avec le live stream le droit d'auteur, donc tout simplement par exemple le droit des auteurs, des compositeurs, des paroles, des musiques, mais également les droits voisins, hein, par exemple le droit des artistes-interprètes. Voire même le cas échéant d'autres droits, on peut penser aussi, pourquoi pas, au droit à l'image, hein, des personnes qui seraient filmées, des spectateurs, hein, et qu'on pourrait voir en gros plan. Donc il faut savoir qu'en la matière, les autorisations d'exploitation sont toujours interprétées de manière restrictive. Donc la cession, on a vu, il y a deux droits, le droit de reproduction et le droit de représentation. Eh bien la cession du droit, par exemple, de représentation n'implique pas la cession du droit de reproduction et inversement. Donc il n'y a pas d'implicite en la matière. Et de la même manière, toujours dans cette idée d'interprétation restrictive, tout ce qui n'est pas expressément cédé, on considère qu'il est conservé, réservé. Donc, vraiment avoir une attention particulière sur ces cessions et pas juste se dire c'est bon, on a vaguement dit oui lors d'une conversation. On a vraiment besoin donc de cessions qui soient claires sur la durée, sur le territoire, sur les différents modes d'exploitation. On rappelle aussi, et je pense que c'est important s'agissant du live stream, que la seule potentialité du public est complètement indifférente. Le fait que finalement, au résultat, personne n'a écouté le live stream est complètement indifférent. Dès lors qu'il y a bien eu cette volonté de communiquer au public, donc la captation. Et de la même manière, le fait que le live stream ne soit pas réalisé dans un but lucratif, qu'il n'y a pas eu d'exploitation commerciale, pas de billetterie payante, ça ne change rien non plus. Il faut quand même des autorisations. Ça, c'est une idée qui peut être reçue, qui n'est pas bonne. Donc, attention à bien s'assurer de disposer de toutes les autorisations adéquates auprès des bonnes personnes. À ce niveau-là, il faut aussi préciser que les captations audiovisuelles obéissent au régime particulier des œuvres audiovisuelles, pour lesquelles il y a un statut particulier, et notamment la loi a établi donc une liste de différents contributeurs qui sont présumés être des co-auteurs. Et la loi, et on retrouve dans le code de la propriété intellectuelle, prévoit que la signature d'un contrat de production
audiovisuel implique une présomption de cession des droits patrimoniaux de chacun des co-auteurs qui sont présumés aux producteurs. Donc, et évidemment, cette présomption de cession s'appliquera en matière de live stream. Donc, les autorisations à solliciter vont donc dépendre finalement du cas de live stream dans lequel on se situe. On ne va pas évidemment reprendre toutes les hypothèses, mais on peut donner quelques exemples. Par exemple, le cas d'un artiste, d'un auteur qui aurait pris l'initiative seul, en début de pandémie, de réaliser un live stream. Et bien, même dans ce cas-là, donc c'est lui qui se filme tout seul dans sa cuisine, il va éventuellement interpréter ses propres chansons. Bien, il faut néanmoins, dans ces cas-là, se poser la question, est-ce qu'il dispose bien de toutes les autorisations nécessaires pour réaliser ce live stream? Et je pense notamment, donc, éventuellement aux autorisations auprès de sa maison de disques, et notamment toutes les problématiques liées à l'exclusivité, parce qu'il n'aurait pas conclu une exclusivité. On peut multiplier les exemples, je pense que ce n'est pas nécessaire. L'idée, c'est de vraiment retenir qu'il faut bien détenir les bonnes autorisations et avoir en tête que si on n'a pas ces autorisations, qui doivent être expresses et préalables, ça constitue ni plus ni moins un acte de contrefaçon. Donc, vigilance. Et donc, qui dit autorisation dit éventuellement rémunération. Donc là, Robin l'a un petit peu soulevé tout à l'heure, mais Louis aussi, le double cachet, la gestion collective. On est, comme je vous le disais tout à l'heure, sur un marché qui est en pleine structuration et en pleine expansion. Au niveau du droit, c'est pareil. Les règles, elles sont en train de se construire. Donc, tout n'est pas encore fixé. Donc, on est à l'heure actuelle dans un certain flou. Et il y a trois difficultés, trois éléments qui rendent difficile la question des autorisations et de la rémunération. La première difficulté, c'est quelque chose d'assez nouveau, cette question de la monétisation, puis ça va évoluer, on en parle depuis le début. La deuxième chose, c'est que Robin l'a un peu soulevé tout à l'heure, les nouveaux acteurs et les nouvelles plateformes, elles sont plutôt américaines. Donc on a un élément d'extranéité, un caractère international. Donc on a des règles de droit qui vont s'appliquer différemment. Est-ce que j'applique le droit américain, le droit français ? Donc, la question du droit international en propriété intellectuelle et de la rémunération des interprètes et des auteurs, elle est extrêmement complexe. Donc ça, c'est encore un point qui vient complexifier la question de la rémunération. Et le dernier point qui vient aussi complexifier tout ça, c'est la multitude des acteurs et notamment le fait qu'au milieu, il y ait une plateforme. Pour tous ceux qui ont déjà uploadé des vidéos sur YouTube ou qui ont mis du contenu sur Facebook, etc., on a des conditions générales d'utilisation qui vont dire que quand on met du contenu sur les plateformes, on cède un certain nombre de choses à la plateforme. Donc ça aussi, ça vient un petit peu compliquer le fait qu'il y ait un intermédiaire, si vous voulez, entre le public et l'artiste. On va quand même essayer d'esquisser certaines règles et certains principes, et puis je me mouillerai un petit peu, je vous donnerai mon interprétation des textes, notamment au regard du droit du travail. On commence par les artistes, ça va être un petit peu technique là. Pour les artistes, j'ai trois types de rémunération qui peuvent être versés. J'ai le cachet, est-ce que je verse un double cachet ou pas? La contrepartie de l'autorisation donnée, on regarde la contrepartie de la cession des droits voisins. Et puis après, j'ai la question des sommes qui vont être reversées parce qu'on a monétisé le live stream, parce qu'on a fait du tipping, parce qu'on a fait du merchandising, etc. Donc, on va dégager trois situations. Il y en a au regard du droit du travail. Déjà, on va commencer par ça. Droit du travail, il y a trois situations. Il y en a deux qui sont très simples. La troisième, c'est un petit peu plus fou. La première, Carole en a parlé tout à l'heure, c'est l'artiste qui est dans sa cuisine et qui va diffuser un concert chez lui. Je veux dire, il n'y a pas d'employeur, donc il n'y a pas de cachet. La question de la prestation de travail et scénique ne se pose pas. OK, là, on évacue la problématique droit du travail. La deuxième situation, qui est assez simple également, c'est lorsque le producteur de spectacle, Robin parlait de Live Nation qui a racheté des salles et qui les équipe pour faire du live stream. Si Live Nation produit, qu'il équipe la salle dans laquelle l'artiste joue, que j'ai un live stream hybride, c'est-à-dire en présence d'un public avec aussi du virtuel et un stream derrière en direct, bon, le producteur du spectacle, peut-être Live Nation, va payer la prestation scénique de l'artiste, va lui verser un cachet au titre du spectacle sur scène. Donc, qu'il y ait un stream derrière ou pas, l'artiste, il n'a pas plus de boulot à effectuer. Donc, on pourrait considérer que le cachet qu'il perçoit pour sa prestation scénique suffit.
On a des choses qui s'appellent en droit du travail, qui sont les conventions collectives. Dans le spectacle et dans la culture, on en a un grand nombre. La plupart des conventions collectives du secteur culturel ne mentionnent pas le cas du live stream. C'est encore quelque chose de récent. On a là une convention collective qui est celle de l'édition phonographique qui s'applique dans le disque, donc les majors, les labels, etc., qui prévoit que le salaire de l'artiste, lorsqu'il y a une captation, donc un stream potentiellement, il faut que le salaire soit majoré. Voilà, c'est la seule chose que l'on a pour le moment dans les conventions collectives. Donc, il y a encore un petit flou. La troisième situation qui est un peu plus compliquée, c'est si j'ai un producteur de spectacle, il va payer ses artistes qui sont sur scène, et j'ai un producteur tiers qui va produire la captation, que ce soit le label, que ce soit une plateforme, que ce soit un acteur spécialisé. Lui, il a juste besoin que l'artiste lui cède ses droits voisins. Son interprétation l'autorise à enregistrer. L'artiste ne réalise pas de prestations scéniques supplémentaires. On pourrait se dire que ce n'est pas pertinent de payer, ce dont parlait Robin tout à l'heure, un double cachet. Alors, tous les avocats n'ont pas la même interprétation que moi là-dessus. Moi, je me dis, vu que je n'ai pas de prestation en plus, la personne qui produit la captation et le stream, le live stream, ben, potentiellement, il n'a pas besoin de payer un cachet. Après, c'est toujours pareil. Si et sans rentrer dans trop de détails techniques et administratifs, si je verse les droits voisins à cet artiste et que je veux éviter un risque en cas de contrôle d'une administration et que mon économie me le permet, j'ai peut-être intérêt, dans ce cas-là, quand le producteur du live stream n'est pas le producteur du spectacle, peut-être que je peux verser un cachet. Voilà. Donc là-dessus, les partenaires sociaux vont s'emparer de ces questions-là. Et donc, je pense peut-être que dans 5 ans, je ne sais pas, c'est assez long en général, on aura le droit qui va évoluer là-dessus. Donc ça, c'est le volet droit du travail. La prestation scénique, comment je la rémunère? Si j'ai un cas où je n'ai pas un format hybride, et le cas que je n'ai pas évoqué encore, j'ai une plateforme, un label qui veut filmer pour diffuser en live stream, qu'il n'y a pas de public devant, j'ai une prestation scénique de l'artiste, je dois lui payer un cachet. La question ne se pose pas. Je lui paye un cachet systématiquement dans ces cas-là. D'accord? Donc, l'artiste dans sa cuisine, pas de cachet. L'artiste en live stream sans public, un cachet. Quand j'ai un format hybride, il y a un cachet pour la prestation scénique. Est-ce que je dois verser un double cachet parce qu'il y a une captation? Là, je dirais que c'est une question de positionnement et d'interprétation et que ça va dépendre de la convention collective que l'on applique. Premier type de rémunération. Deuxième type de rémunération, les droits voisins. Alors, pour certains d'entre vous, je pense que vous avez tous entendu parler de la gestion collective des droits de propriété intellectuelle, du droit d'auteur et du droit des interprètes. En France, on a principalement 2 sociétés de gestion collective qui gèrent les droits voisins des interprètes, la DANI et la SFEDIDAM. Elles ne gèrent pas les éventuelles sommes générées par du live stream. Pas encore. Au regard à la DANI, en tous les cas, c'est une discussion qui est en cours. Donc, encore une fois, dans les mois, peut-être années à venir, ça va évoluer. Mais pour le moment, il n'y a pas de gestion collective des droits voisins des interprètes. Donc, il va falloir se débrouiller et ça va dépendre un petit peu du schéma contractuel qui aura été mis en place. Est-ce que dans le contrat d'artiste en exclusivité que le label a conclu avec son artiste, il y a une rémunération prévue pour ce type d'exploitation? À voir. J'imagine que c'est des choses qui vont entrer dans les négos de contrats d'artistes de plus en plus, dans les live streams, si le live stream se développe et peut générer des revenus. Donc, qu'est-ce qu'il est prévu dans le contrat d'artiste? Qu'est-ce qu'il est prévu dans un éventuel contrat d'exclusivité que l'artiste a conclu avec un tourneur, par exemple, avec un producteur de spectacle? Donc là, c'est une question qu'il faudra se poser et ce sera un peu du cas par cas. Ça va évoluer. Donc ça, c'est la question des droits voisins. Troisième type de rémunération, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est effectivement l'artiste qui est dans sa cuisine et qui décide de monétiser son live, ou le producteur, le label qui décide de monétiser son live en fonction de ce que Robin nous a dit. Bon, ça aussi, ça va générer des revenus. À voir d'un point de vue juridique et fiscal comment ces revenus vont être traités, ça c'est encore quelque chose qu'il va falloir étudier et gérer au fur et à mesure, et dans un premier temps, il va falloir se positionner. La rémunération des artistes, la rémunération des auteurs. C'est un peu plus simple, il y a un seul type de rémunération. Et donc là, la question, c'est est-ce qu'il y a de la gestion collective ou pas? La gestion collective, en France, on aura 2 principales sociétés pour le live, c'est la SACEM pour la musique, mais aussi la SACD pour le spectacle vivant. La SACD, ça va être plutôt pour le live stream de théâtre
et de danse, puisqu'on peut déposer des chorégraphies, des mises en scène, des textes dramatiques à la SACD. D'accord? Donc Louis en a parlé un petit peu au début en nous disant que quand il a lancé son festival, il y avait un peu rien au niveau de la SACEM. C'est vrai qu'il y a eu des répartitions temporaires qui ont été mises en place. Je vous les diffuse à l'écran. On commence à être un petit peu en retard sur le timing, donc je vais passer assez rapidement. Juste pour vous dire que la SACEM a mis en place ces tarifs-là, donc pour les live streams gratuits, d'accord? Donc pas pour les événements payants. C'est une tarification qui existe jusqu'au 31 décembre 2021 pour la SACEM, et c'est possible seulement si le live stream a réalisé au moins 1000 vues. Donc tarification temporaire, la SACEM précise, elle a une FAQ pour ceux que ça intéresse sur leur site internet qui est disponible. Dans cette FAQ, la SACEM précise bien que ils ont compris que c'est un marché aussi en pleine expansion, que les règles elles vont un peu se pérenniser et que pour les live streams payants, les règles et la répartition vont être définies ultérieurement. Donc on est un petit peu dans un flou au niveau de la SACEM, sachant que la SACEM a des accords avec Facebook, Instagram, avec Twitch aussi, avec YouTube. Ils n'ont pas encore, à ma connaissance, d'accord avec TikTok, mais je pense qu'on va y venir également. Donc, on a ces tarifs-là pour la SACEM, pour le streaming gratuit. Pour le payant, c'est un peu plus flou. Et c'est pas toujours évident, en plus, d'avoir des réponses précises d'un organisme comme la SACEM, qui est quand même assez tentaculaire, assez important. La SACD, c'est pareil. Ils ont mis sur leur site internet des barèmes qui sont versés par les structures, donc plutôt les producteurs de spectacles, qui vont faire des captations pour des live streams de leurs spectacles, qui vont reverser des forfaits ensuite à la SACD. Ça, c'est le barème qui est en vigueur jusqu'au 31 octobre. D'accord ? La SACEM, pareil, la SACD, pardon, précise que ce barème-là, il va pouvoir être prolongé et surtout, ils sont en discussion pour prévoir des tarifs pérennes pour tout ce qui est exploitation de live stream. Donc, au niveau de la gestion collective, c'est vraiment en train de bouger à ce niveau-là. Si je n'ai pas de gestion collective sur les droits d'auteur, ça va être à savoir qui rémunère les auteurs. Le réalisateur, on n'oublie pas, le réalisateur d'une captation sur certains live streams qui veulent proposer une expérience un peu différente. Le réalisateur, il aura potentiellement des droits d'auteur, donc il va falloir savoir comment je le rémunère en droits d'auteur. Hop là. Donc, je vais finir sur la question de la rémunération. C'est vraiment un point qui va bouger. On a eu une ordonnance le 12 mai 2021 qui est venue transposer en droit français la directive de l'Union européenne sur le droit d'auteur et le droit voisin sur le marché numérique, dont on a beaucoup parlé, notamment sur les questions de value gap et de partage de la valeur. Et cette ordonnance, elle a introduit en droit français deux notions qui sont importantes, notamment pour les interprètes. C'est la question de la rémunération appropriée et proportionnelle, et surtout la possibilité pour un auteur ou un interprète de bénéficier de rémunération supplémentaire lorsque la rémunération proportionnelle initialement prévue au contrat se révèle trop faible par l'ensemble des revenus. Imaginons vous versez 0,01% à l'interprète ou à l'auteur sur un show qui a généré peut-être énormément de revenus au titre du live stream. Un auteur ou un interprète pourrait remettre en question ces sommes-là en disant que les revenus étaient trop faibles par rapport à l'ensemble des revenus qui ont été générés par ce live stream. Donc, on a vraiment très peu de recul encore, puisque c'est un texte récent qui a été introduit dans le Code de la propriété intellectuelle au mois de mai. On n'a pas encore de décision des tribunaux, mais je ne doute pas que ces deux principes-là qui ont été introduits dans le Code de la propriété intellectuelle pourront avoir des répercussions sur la rémunération des interprètes et des auteurs dans le cadre de live stream qui vont générer des revenus importants, évidemment. Et donc, cette ordonnance du 12 mai me fait la transition toute trouvée. On voulait vous faire un petit point juridique encore sur la question de la responsabilité des plateformes qui vont diffuser donc des Facebook, des Instagram, etc. La responsabilité quand elles vont diffuser des contenus et notamment du live stream. Ouais.
on peut pas parler de live stream sans parler évidemment des plateformes, parce que c'est le support d'accueil, on va dire, de ces live streams. Donc il faut savoir que cette directive dont tu viens l'ordonnance plutôt du 12 mai 2001 dont tu viens de parler, a transposé donc une directive d'avril 2019 et qui est venue modifier le régime de responsabilité des plateformes, des fournisseurs de services de partage de contenu en ligne. Alors pourquoi? Parce que avant s'appliquait un régime de responsabilité dite atténuée, donc des hébergeurs, et finalement qui, du fait de cette responsabilité allégée, aboutissait à une quasi-impunité. Et donc on a eu une volonté, un vrai choix de mettre en place un régime de responsabilité renforcé pour ces plateformes, ces fournisseurs. On parle de services de communication au public en ligne. Donc on a une définition désormais de ces plateformes qui est prévue dans la loi, donc je vous la lis, c'est qui est concerné par ce régime de responsabilité. C'est donc les fournisseurs de services de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est de stocker et donner au public accès à une quantité importante d'œuvres et d'autres objets protégés téléversés par leurs utilisateurs que les fournisseurs de services organisent et promeuvent en vue d'en tirer un profit direct ou indirect. Donc on parle bien là des plateformes qui vont pouvoir accueillir du live stream. Donc le texte nous précise quand même que les plateformes dont l'objet est de porter atteinte aux droits d'auteur et aux droits voisins ne pourront pas bénéficier évidemment du système de responsabilité et de l'exonération de responsabilité. Parce que le régime de responsabilité qui a été mis en place donc vient poser un régime de responsabilité renforcé, c'est-à-dire on met de côté le régime de responsabilité allégé prévu avant donc pour les hébergeurs, et on prévoit désormais que en donnant accès aux œuvres téléversées par ses utilisateurs, donc la plateforme, un fournisseur de services de partage de contenu en ligne, réalise un acte de communication publique, un acte de représentation dont on a parlé tout à l'heure. Donc qui dit acte de représentation dit autorisation. Il faut recueillir l'autorisation des titulaires de droit. Donc c'est un régime qui est renforcé. Mais pour autant, il y a des atténuations. D'une part, on va pouvoir exonérer la plateforme, le fournisseur de contenu, dès lors, même s'il n'a pas recueilli l'autorisation, dès lors qu'il va pouvoir démontrer qu'il a accompli un certain nombre de diligences. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en réalité, est-ce qu'il a fait ses meilleurs efforts pour essayer d'obtenir les autorisations, mais qu'in fine, il ne les aurait pas eues? Est-ce qu'il a fait ses meilleurs efforts pour garantir l'indisponibilité donc des œuvres qui lui auraient été indiquées? Est-ce qu'il a agi promptement pour retirer, pour bloquer les œuvres qui lui auraient été indiquées? Et est-ce qu'il a fourni ses meilleurs efforts pour empêcher que ces œuvres qui ont été pointées ne soient pas à nouveau à l'avenir disponibles? C'est en outre un niveau de responsabilité un niveau allégé de diligence pour un certain nombre de fournisseurs de services dont la mise à disposition auprès de public au sein de l'UE date de moins de 3 ans et dont le chiffre d'affaires ainsi que l'audience au niveau de l'Union européenne sont en deçà de certains seuils. Voilà, donc c'est quand même important à savoir. Finalement, cette ordonnance, elle a pour objectif de garantir un haut niveau de protection pour les ayants droit en favorisant la conclusion d'accords avec les dites plateformes et la gestion collective de leurs droits. Et de fait, les géants du net, on pense évidemment à Facebook, Instagram, YouTube, ont d'ores et déjà conclu de tels accords. Et avec TikTok, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des droits d'auteur. Donc avec Twitch, il y en a eu, mais bon, Twitch, maintenant, ils ont un accord SACEM. Donc je ne doute pas que TikTok et la SACEM négocient un accord aussi prochainement. Et c'est vrai que c'est une disposition qui avait été négociée au niveau de l'Union européenne et contre laquelle les GAFAM étaient vent debout. Parce qu'évidemment, ça va être l'obligation pour eux de mettre en place des outils, alors peut-être de tracking, de voir un petit peu quelles sont les œuvres qui sont utilisées. Sur YouTube, on a le Content ID qui existe déjà avec des distributeurs digitaux qui peuvent envoyer des métadatas à YouTube et qui peuvent décider d'interdire l'utilisation de la musique ou alors de la monétiser. Je ne sais pas, Louis et Robin, si vous savez si des plateformes telles que Facebook, Instagram, etc., elles vont pouvoir mettre en place de tels outils, entre guillemets, alors je ne sais pas si vous parlez de tracking, mais d'identification en tous les cas, pour voir dès lors qu'une œuvre est utilisée. Alors pour le live, je crois que pour le moment ça ne marche pas sur YouTube, mais est-ce que vous avez eu des infos là-dessus? C'est déjà fait. Moi, clairement, Facebook, il y a déjà plusieurs trackers qui tournent pour repérer les œuvres. Nous, on a eu ce cas-là justement parce que sur le festival, on voulait un white label de la page du festival justement pour pas être traqué et pour pas être coupé.
On n'en a pas beaucoup eu, mais on en a eu sur des DJ sets. Le live, c'est difficile de reconnaître une œuvre en live, hein, clairement. Par contre, sur du DJ set, on en a eu notamment des trackers de chez Warner qui ont coupé de la diffusion en Amérique latine. Ça existe déjà. Donc, que ce soit Facebook, Insta, ça existe, et YouTube, la même chose. Donc, il y a déjà des trackers qui permettent… Oui. Ce que disait Cécile Radweber de la SACEM, c'est que même le Content ID de YouTube ou même les solutions qui existent sur Facebook, elles n'arrivent pas à reconnaître le live. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce qu'ont mis en place la SACEM et la SACD, c'est sur un modèle déclaratif. Il faut que les auteurs déclarent à la SACEM ce qui a été utilisé, les programmes, parce que leurs outils, je crois, sur les plateformes, ne permettent pas pour le moment de détecter ce qui est en live. Ouais, il va falloir plus d'algo et d'intelligence artificielle parce que voilà, c'est assez facile de repérer une œuvre grâce à son master à l'identique. Oui, voilà, ça dépend de la performance du musicien aussi. Oui. Mais voilà, donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça existe déjà, Facebook, toutes les plateformes ont ça. D'accord, voilà. Ok. Bon, bah là-dessus aussi, ça va évoluer. Plein de choses vont évoluer. Je vous propose de terminer sur les deux visions de Louis et de Robin sur et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comment vous voyez les choses évoluer? Est-ce que le live stream va s'arrêter avec la pandémie, qui va s'arrêter elle aussi, bien évidemment, tout bientôt, on est sûr de cela? Ou est-ce que vous voyez, vous, de par les retours de vos clients, Robin, des études que vous avez pu mener, un avenir plus pérenne pour le live stream? Qu'est-ce que ça va devenir? Alors Louis, je vous laisse la parole, ou Robin. Allez, Robin, ça fait longtemps qu'on vous a entendu. Je vous laisse la parole, Robin. Non, mais pour moi, la question, c'est pas tellement est-ce que le live stream va rester. Il était là avant la pandémie, il sera là après. C'est dans quelle proportion est-ce qu'il va rester? C'est effectivement ça la question. Et on l'a cité tout à l'heure, il y a pour l'instant une difficulté à mesurer à quel point est-ce qu'il y a une adhésion à ce format et à quel point est-ce qu'elle va rester après la pandémie. En revanche, du côté donc ça c'est du côté de la demande, du côté de l'offre, il y a quand même énormément d'investissements qui ont été mis en place, énormément de solutions techniques qui ont été créées, des modèles aussi qui ont prouvé leur capacité à rencontrer le succès et à proposer quelque chose de différent de ce qui se fait dans les lives en physique. Donc il y a, c'est sûr, une capacité à rester, à perdurer. Maintenant, effectivement, c'est à quel point la question, le point d'interrogation a l'air d'être plutôt au niveau du public. Et pour l'instant, c'est dur de donner une réponse certaine là-dessus. Il y a pour moi deux grands types de formats qui dressent en fait des tendances majoritaires pour la suite, qui sont des formats assez complémentaires du présentiel, hein, parce que le live stream a vocation à être complémentaire du présentiel, et qui ont aussi la capacité, je pense, à se démocratiser. Aujourd'hui, ils sont utilisés beaucoup, on l'a dit, hein, par des artistes de grande renommée, mais ils ont une capacité à s'étendre, je pense. Le premier, c'est le live stream, un peu une captation d'une performance physique, et mais aussi captation de moments un peu privilégiés avec l'artiste dans les coulisses. Bref, toutes les formes d'interaction qui se sont développées autour du concert en physique, la capacité à aller toucher des publics empêchés, la capacité à proposer des sessions de meet and greet, des espaces VIP, ça se fait de plus en plus, et la capacité du live stream à générer, on l'a dit encore une fois, hein, des données, être utile pour le marketing. Ça, il y a des chances que ça s'étende en fait de manière générale. Et le second format qui me semble un peu s'imposer, notamment dans les derniers mois, c'est celui des concerts en réalité virtuelle, notamment en particulier sur les plateformes de gaming, où là on voit qu'il y a de plus en plus d'événements. Il y en avait déjà eu aussi hein, avant la pandémie, il ne faut pas l'oublier, mais il y a de plus en plus d'événements qui ont lieu sur les plateformes de gaming, et c'est vraiment assez fascinant de voir les interactions que les gamers peuvent avoir avec les artistes. C'est vraiment des formes d'interaction qui n'existent pas par ailleurs, hein, j'ai l'impression, donc c'est vraiment
assez fascinant. Et pareil, là, il y a des boîtes qui développent des avatars pour rendre ça plus accessible au public, plus accessible à tous les artistes. Donc, il y a aussi des chances que ça s'étende. Oui, et donc là, on rebondit sur ce que vous nous aviez dit lors de la préparation de cette conférence sur la question des métaverses, c'est ça, sur tout ce qui est réalité virtuelle via le stream. Ok. Et Louis, alors vous voyez comment les choses évoluent dans votre petite boule là? Moi, je vois juste le live stream exister, il existera toujours, Romain le disait très bien. La publicité, je pense qu'elle est acquise, et le fait de regarder un programme et d'avoir de la publicité, c'est fait, on y est passé. Moi, la seule évolution qui est pour moi importante et qui va être cruciale, en tous les cas pour certains acteurs de la filière, c'est est-ce qu'on va pouvoir générer une billetterie ou pas pour pouvoir avoir accès à ces événements. Tout le reste, c'est acquis. Aller sur une plateforme de gaming, voir Travis Scott en 25 mètres de haut, c'est fait. Tout ça est fait. Tout ça est vraiment fait. YouTube, la diffusion YouTube Live existait avant la pandémie. Twitter avait racheté Periscope il y a très longtemps. Ils étaient tous, il y a 10 ans, en train de filmer des lives de concerts et de les diffuser sur Twitter. Tout ça a été fait et bien établi. L'économie, pour moi, la seule évolution qui est un peu sensible et sur laquelle on ne sait pas encore comment on va réagir le public, c'est payer une place de concert ou une place pour un événement, qui soit en live ou en rediffusion, sur une plateforme de streaming. Et ça, on n'y est pas encore. Il y a des exemples, mais clairement, c'est anecdotique comparé à l'industrie qui est générée par le live. Voilà, la seule évolution sur laquelle moi j'ai porté mon œil, c'est est-ce que le public, et pas forcément dans une génération, mais la génération suivante, sera à même de payer pour avoir un accès. C'est peut-être plus simple pour les États-Unis qui ont déjà ce réflexe, notamment par rapport aux chaînes payantes et ce genre de choses. Mais voilà, on le voit avec Netflix. Il y a 10 ans, on nous aurait dit qu'on payait pour une plateforme, on ne l'aurait pas fait. Bon, voilà. Et Netflix s'est fondé, alors pas sur du streaming au départ, mais en 97, donc on a le temps de voir l'évolution des choses. Voilà, moi, c'est la seule évolution importante, c'est est-ce qu'on va pouvoir trouver une économie sur une billetterie payante pour avoir accès à un événement à un instant T, et ça c'est l'évolution du streaming. Sinon, tout le reste en streaming est déjà, voilà, c'est déjà acquis. Donc, il faut voir ce que vont faire les jeunes. Notre génération. L'opéra de Paris a fait une l'opéra, effectivement, avec Facebook qui a cartonné. Donc, non, je plaisante. Alors, je crois qu'on a fait le tour. Oui, merci beaucoup. Nous sommes parfaitement dans les temps. Donc, merci beaucoup Louis et merci beaucoup Robin. Et merci à vous tous d'avoir été présents, donc ceux qui sont là. En distanciel et en présentiel.